On sait que le contexte économique et financier mondial est particulièrement difficile depuis quelques années. Mais qu'en est-il des opportunités de placement en actions de société? Est-ce que le marché boursier reflète cette grande période de turbulence et ne recèle-t-il pas des opportunités de qualité? Pour y répondre, avec un peu de perspective, je vous avais promis de la perspective, alors on va essayer de voir loin et large. Le professeur Richard Silla du New York University Stern Business School a étudié le comportement du marché boursier américain depuis 1790. Je ne savais pas qu'il y avait une bourse dans ce temps-là, mais ça allait que oui. 1790. Le professeur Silla a observé que le marché boursier suit des cycles de 10-12 ans depuis 221 ans. En moyenne, les cycles de 10-12 ans de performance boursière ont procuré un rendement net d'inflation de 6,5 % par année. Alors, par exemple, si l'inflation au cours de la période de 10-12 ans était 2,5 %, la bourse, pendant cette période de 10-12 ans-là, a procuré un rendement de 9 % par année. Quand même pas si mauvais comme rendement. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ces cycles de performance se sont succédés avec une régularité presque suisse. Lorsqu'un cycle de 10-12 ans surpassait de façon significative le rendement de 6,5 %, systématiquement, la période suivante voyait le rendement être nettement sous la barre de 6,5 %. Et l'inverse est aussi vrai. La période des derniers 10-12 ans est la pire ou presque que le marché boursier américain a connue depuis 1790, avec un rendement d'environ 0 % et, après inflation, un rendement négatif, versus une norme de 6,5 %. À titre d'information, le meilleur 10-12 ans a procuré environ 15 % plus inflation par année pendant 10-12 ans. Même si les prochains 10-12 ans procuraient une performance égale à la moyenne historique depuis 1790, 6,5 % après inflation serait sûrement beaucoup mieux que le rendement des autres catégories d'investissement, en particulier des obligations qui sont fort populaires ces temps-ci, mais qui offrent des rendements réels négatifs, donc un rendement après inflation en bas de zéro. Et les chances sont même grandes qu'après le pire 10-12 ans dans l'histoire, on soit sur le point de connaître un des meilleurs 10-12 ans dans l'histoire, si ce n'est que pour revenir à notre norme historique de 6,5 %. Le marché ne sous-performe pas autant sur une si longue période de temps sans qu'il n'y ait de problème important. De dire que le marché boursier ne reflète pas les troubles actuels ne tient pas la route. On pense toujours que nos problèmes sont uniques et différents cette fois, entre guillemets, mais 221 ans, c'est assez long et un assez bon échantillonnage qui comprend une grande variété d'événements heureux ou moins heureux. Au cours des 10 dernières années, l'indice boursier Morgan Stanley, pays développé, n'a pas progressé, alors que les bénéfices des sociétés qui font partie de l'indice ont augmenté de 78 %. Les ratios d'évaluation étaient sûrement exagérés il y a 10 ans, mais pas autant que cela. Et on ne parle pas ici des sociétés dot-com de la fin des années 90, mais des plus grosses sociétés manufacturières et financières du monde. Les ratios d'évaluation des sociétés sont à des bas historiques par rapport aux ventes, aux bénéfices, au cash flow et à la valeur au livre. Ceci reflète les effets négatifs sur la croissance de l'ajustement du surendettement des pays occidentaux qui a commencé il y a environ 4 ans. Les ratios d'évaluation dépendent aussi beaucoup du niveau de rentabilité des alternatives de placement. En particulier, le niveau des taux d'intérêt influe énormément sur ces ratios. Par exemple, lorsque les taux d'intérêt sont à 10 %, ça fait un petit bout de temps, on paie moins cher pour les actifs, que ce soit des maisons ou des actions cotées en bourse, que lorsque les taux d'intérêt sont à 2 %. Le dividende de 4 % que je reçois présentement sur mes actions de banque canadienne me semble intéressant parce que mes obligations canadiennes à long terme me rapportent 2 %. Mais s'ils me rapportaient 10 %, je n'aurais plus d'intérêt pour mes actions de banque canadienne, ou à tout le moins pas au même prix. La réputée Bank Credit Analyst a récemment comparé le ratio d'évaluation de la bourse américaine avec le niveau des taux d'intérêt pour mesurer la corrélation historique depuis 50 ans. Et la relation se maintient très bien. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, les ratios d'évaluation sont élevés. Lorsque les taux d'intérêt sont élevés, les ratios d'évaluation sont bas.
Deux périodes dans les derniers 50 ans se démarquent nettement de cette tendance assez fiable. La bulle techno de la fin des années 90, où clairement les cours boursiers étaient absolument exagérés par rapport au niveau des taux d'intérêt. L'autre période, tout aussi exagérée, est celle dans laquelle nous nous trouvons présentement, où les évaluations boursières sont extrêmement basses par rapport au niveau des taux d'intérêt. Autrement dit, les actions sont très sous-évaluées par rapport aux obligations. Depuis le début de 2007, le volume d'argent qui est entré dans les fonds mutuels américains d'actions versus le volume qui est sorti des fonds mutuels d'actions versus le volume qui est entré dans les fonds mutuels d'obligations est sans précédent dans l'histoire. On parle d'environ 1,5 trillion de dollars. Un autre signal qui montre à quel point les obligations sont surachetées et les actions survendues. Il n'y a pas que les obligations qui ont connu une bonne passe depuis une dizaine d'années versus les actions. La même obligation canadienne, par exemple, à long terme, vaut environ 76 % plus cher aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais il y a d'autres alternatives de placement qui ont très bien fait. Par exemple, l'immobilier vient de connaître un dernier 10 ans exceptionnel, malgré le ralentissement des dernières années. Au Canada, la maison moyenne a pris quelque 125 % en plus-value sur 10 ans. Le prix de l'or, aussi, a multiplié par 6 en 10 ans. Somme toute, les actions de sociétés cotées en bourse ont été le parent pauvre des placements, malgré que les bénéfices des entreprises aient été au rendez-vous. Aucune catégorie de placement ne connaît une sous-performance ad vitam aeternam. Et 10-12 ans, ça commence à être long. Pas besoin d'être un grand devin pour penser qu'au cours des prochaines années, le retour du balancier devrait favoriser les placements en actions, et à mon avis, de façon assez marquée. Quel sera le déclencheur de cette revalorisation et d'une période de marché boursier rentable? Il a été démontré que des ratios d'évaluation ne sont pas un bon indicateur de timing de reprise du marché. Par contre, on ne sait peut-être pas quand cette reprise va survenir, mais on sait que lorsqu'elle se produira, le boom sera d'autant plus important que les prix sont bas. À mon avis, le déclencheur sera l'amorce de résolution à long terme des problèmes financiers européens, probablement causés par l'exit de quelques pays de l'euro. Ceci forcera le ménage requis en Europe et incitera les gouvernements américains et japonais à adresser sérieusement leur déficit budgétaire actuel. Cette période sera probablement propice à une grande volatilité des marchés et une possible correction significative des cours. À ce moment, nous aurons atteint un des meilleurs points d'entrée dans le marché boursier de l'histoire, à mon avis. La combinaison d'une stabilité retrouvée dans les finances publiques occidentales, la confiance revenue dans le secteur privé où les entreprises ne cherchent qu'un climat serein pour investir les énormes liquidités dont elles engrangent actuellement, et la poursuite de la croissance accélérée des pays émergents qui sont sur le point d'offrir au monde industriel une classe moyenne dépensière et plus nombreuse que la population réunie des États-Unis et de l'Europe, seront tous des leviers de croissance majeurs. Ajoutez à cela des ratios d'évaluation du marché boursier qui sont historiquement bas, le tremplin de création de valeur sera puissant pour plusieurs années. Conclusion. Il n'est pas surprenant que dans un monde où l'endettement trop élevé représente la menace numéro 1, les politiques économiques favorisent des taux d'intérêt bas. On aide les emprunteurs au détriment des investisseurs et des rentiers. Les épargnants doivent mettre leur argent quelque part. Mais s'ils font les mauvais choix, par inexpérience ou par impatience, les résultats peuvent s'avérer désastreux. L'histoire est remplie de marchés qui ont effacé de la richesse sur une grande échelle. Lorsque les obligations gouvernementales de la Grande-Bretagne ont atteint 2,5 % en 1946, soit près de leur niveau actuel, les 28 années subséquentes ont vu leur valeur reculer de 75 % en termes réels. Les investisseurs qui ont acheté de l'or en 1980 ont vu sa valeur reculer du 2/3 dans les 20 années qui ont suivi. Si on combine un marché boursier relativement peu dispendieux avec le ménage en train de se réaliser au niveau mondial, le potentiel de hausse des cours est substantiel. Que doit faire l'investisseur? D'abord, être sous-pondéré en actions et garder une somme plus élevée qu'à l'habitude en liquidité pour profiter d'une éventuelle opportunité, mais aussi être patient.
George Soros disait dernièrement, « Les marchés financiers ont une façon très sûre de prévoir le futur. » Ils le provoquent. Tout départ de l'euro entraînera probablement une panique dans les marchés, des primes de risque à la hausse, un assèchement du crédit interbancaire, le retrait des capitaux dans les marchés émergents, une volatilité grandissante et des pertes dans les marchés boursiers. Comme l'histoire l'a amplement démontré, ces effets sont non seulement transitoires, mais les marchés retrouvent après une grande vigueur qu'ils avaient perdue depuis plusieurs années. Je disais lors de ma conférence de janvier 2009, en pleine crise financière, la période actuelle, qui durera quelques années, représente l'ajustement entre les excès financiers des derniers quelques 10 ans et un système financier qui devrait être plus solide et moins volatile pour plusieurs années. Je crois qu'au sortir de la crise actuelle, un nouveau souffle d'optimisme pourrait régner qui sera reflété par un dynamisme renouvelé des marchés boursiers. John Kenneth Galbraith disait que la seule utilité des économistes était de faire paraître les astrologues respectables. Je dois vous avouer prendre de grandes marches le soir ces temps-ci en regardant les étoiles. Peut-être que j'y verrai un signe de ce qui s'en vient, mais ce ne sera sûrement pas celui de la fin du monde. Merci.